petit mot sur moi, Steven Barthélemy, je travaille pour Avanade. On est ce qui s'appelle les Solution Architects pour l'entité Data, IA, IoT. Et donc notre rôle, c'est de conseiller les clients en amont sur leurs projets, sur leurs architectures à mettre en place. Merci. Et moi, donc, je suis Yuba Bellabas, dans la même équipe que Steven, fait des architectures de solutions cloud, habituellement pour des data platforms, mais avec une grosse appétence maintenant donc, pour tout ce qui est IoT dans le milieu industriel en particulier. Alors, donc il faut savoir que Steven et moi-même, on participe régulièrement à des projets dans notre département d'innovation et donc on teste des technologies, on teste des nouveaux produits qui sortent de chez Microsoft avec lesquels on essaie de construire des démos pour partager avec nos clients et dans le meilleur des mondes, bien sûr, aller vers des projets. Après, bon, quand c'est en preview, on évite de monter un projet industrialisé chez un client quand même. Alors donc là, c'est justement ce qu'on a essayé de faire ici. Et pour faire simple, on va partir donc dans notre domaine industriel. Il y a eu donc tout un historique. Au début, on va faire simpliste, mais vous comprendrez après vers où on veut arriver. On est parti d'un travail manuel avec des outils basiques. On est passé ensuite à une mécanisation, à une production avec donc des machines de plus en plus complexes dans le shop floor. Ensuite, on a rajouté de l'automatisation. On a automatisé ces machines. Donc déjà, ça a commencé avec des PLC, donc tout ce qui est cartes programmables dans les usines. Ça allait plus loin avec tout ce qui est DCS, SCADA, APC. Donc là, on a rajouté une couche de programmation de code pour rendre encore plus automatique ces machines avec le moins d'intervention humaine. Et toutes ces données, tous ces fonctionnements, maintenant, on peut les connecter, pas uniquement avec le cloud, enfin, on peut. Et ça va nous permettre donc de récupérer de la télémétrie et également de réaliser des actions sur le réel. Et donc maintenant, on va pouvoir partir sur un de ces derniers aspects qui est l'autonomie, donc quasiment un fonctionnement sans intervention humaine, donc une prise de décision côté IA dans notre cas. Alors, on va partir d'un exemple concret. Dans notre entrepôt, on a une cuve agitée. Et cette cuve agitée, en fait, elle va faire deux choses. Globalement, on va mettre deux réactifs dedans. Et cette cuve, elle va agiter ces réactifs, ces produits, et en même temps, elle va les chauffer. Et le but, c'est d'avoir une réaction chimique, par exemple, qui va suivre une courbe. On doit suivre une certaine concentration. Il faut que la température soit à un certain niveau pour que la réaction ait bien lieu. Donc là, voilà, là, on est dans quelque chose de typique. Aujourd'hui, on va résoudre ce problème en mode ingénieur avec quelque chose qui fonctionne très bien, un régulateur PID, proportionnel, intégral, dérivé. Donc globalement, on va chercher à résoudre une équation à plusieurs variables qui va nous permettre donc d'actionner le thermostat, en l'occurrence de cette cuve agitée, de manière à ce qu'il reste le plus proche de la courbe de la consigne et d'éviter donc de dépasser cette consigne ou de redescendre en dessous de cette consigne. Donc voilà, c'est pas de l'hystérésis, c'est un régulateur PID qui s'approche au mieux de la consigne sur le temps. Alors, mais dans le monde réel, notre cuve, elle va peut-être être placée dans un courant d'air où les réactifs qu'on va mettre dedans, en changeant de fournisseur, peut-être leurs propriétés seront légèrement différentes. Donc au final, notre belle équation nominale, elle s'adaptera peut-être pas aussi bien que ce qui était prévu. Donc là, on reconnaît déjà un biais, on voit une problématique à ce sujet-là de PID versus la solution dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, à gauche, la version classique, donc notre régulateur PID. Et pour adresser donc d'une manière différente, peut-être un peu plus novatrice, on va pouvoir ajouter du reinforcement learning à la place de ce PID, par exemple. Et ça, Microsoft Research a lancé en preview le projet Bonsai, qui en fait permet de créer des modèles d'intelligence artificielle de type reinforcement learning en mode low-code, en mode service
dans le cloud. Et donc, c'est ce qu'on va vouloir mettre en place ici, à la place de notre contrôleur PID. Alors, on va juste parler rapidement de... Oui. Conseil, c'est dans le module de Microsoft Azure, c'est ça? C'est une partie d'Azure. Pour l'instant, c'est en preview. Et donc, on peut faire des tests avec. Et plutôt que de faire un travail de statisticien, mathématicien, d'utiliser des langages plutôt complexes pour créer son modèle d'IA custom, donc avec des compétences quand même évoluées, Microsoft a créé c'est un service... on s'y connecte. D'ailleurs, Steven va nous faire une démo après pour rentrer vraiment dans le concret, où on verra qu'on se connecte à une interface web et avec assez peu de code, on va pouvoir créer un modèle directement dans le cloud et s'éviter des centaines et des centaines de lignes et une réflexion complexe. Oui, parce que comparaison de Amazon, on va derrière le module d'artificial intelligence. Après, on trouve tous les services d'artificial intelligence. Si ça pareil ici? Alors, dans Azure, on a un studio qui nous permet de faire tout ce qui est justement ce qui est indiqué sur ce slide, en mode AutoML, des choses comme ça. Donc, il y a toute une partie qui est adressée déjà dans Azure et effectivement, on y accède facilement. Bonsai, c'est également instanciable là-dedans, mais c'est encore en preview, donc c'est pas accessible forcément à tout le monde. Je suis pas sûr que Amazon fasse du reinforcement learning en plus. Aujourd'hui, à l'intérieur, il y a un module, ça s'appelle intelligence artificielle. Après, il y a des services à l'intérieur. Et c'est lesquels? Il y a du RM dedans? Je ne sais pas le détail, mais il y a un module. Ce que je crois, justement, Azure, ils ont beaucoup de services. Ils ont un truc qui s'appelle AI Builder pour faire du supervisé, du non supervisé et avec plein de services. Ils ont des services déjà aussi entraînés et qui sont disponibles. Le Reinforcement Learning, c'est un des moins connus. Et là, ils ont racheté une boîte pour le faire, en fait, Microsoft. Alors, donc... Et mais le portail, il est vraiment, on voit, il est tous les jours. Ok. On va le montrer là tout à l'heure. Ouais. Ok, donc alors petit rappel pour qu'on comprenne bien la différence. Dans les sous-familles, on va dire, du machine learning, vous avez déjà tout ce qui est apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage supervisé, on part de données qu'on a taguées, qu'on a qu'on a annotées, en fait. Donc on a annoté chacune de nos données et avec lesquelles on va vouloir entraîner. Donc en fait, l'IA va savoir, elle a déjà des exemples, elle sait si c'est bon, si c'est pas bon, comment classifier et prédire. L'exemple le plus connu ici, c'est le prix d'une maison. Je ne sais pas si vous connaissez les sites comme Kaggle qui fournissent pas mal de jeux de données pour entraîner des IA. Comment déterminer en avance le prix d'une maison ou comment reconnaître un objet, par exemple, sur une image. On est dans le supervisé. On va apprendre à l'algorithme, voilà ce que tu dois trouver. Configure-toi pour le trouver, mais voilà le résultat. Contrairement au non supervisé. Voilà, le non supervisé, pour le coup, c'est l'IA qui va déterminer les regroupements, les clusters, et qui va découvrir un peu, à partir des données, ce qu'on peut faire. Et... Dans le marketing. Alors, ouais. Comment lancer des algos non supervisés dans le marketing, par exemple, pour essayer d'identifier des groupes de clients particuliers, pour pouvoir ensuite les cibler plus facilement. Et enfin, le reinforcement learning, et ben là, pour le coup, on va pouvoir passer au slide suivant, vu qu'on a l'exemple concret. Juste avant le fonctionnement aussi, le reinforcement learning, c'est ce qu'on retrouve, on en a pas mal entendu parler avec Google. On ne parle plus d'Amazon, de Google maintenant, mais avec les jeux de Go, ou les IA maintenant qui sont capables de battre des humains au jeu d'échecs, c'est du reinforcement learning. Parce qu'on ne pourrait pas, par exemple, apprendre à un algo tous les coups possibles. C'est forcément un type d'IA qui doit auto-apprendre. Voilà, donc notre exemple concret, on a en fait en reinforcement learning, on a toujours un agent qui va agir dans un environnement contrôlé.
Et justement, c'est pour ça que le jeu vidéo, c'est pratique. Dans un jeu vidéo, on est dans un environnement qui est clairement codé, on peut se déplacer comme on veut, les actions, elles sont définies. Donc là, notre agent, il va avoir un set d'actions. Là, on prend l'exemple de Pac-Man, et les actions, c'est aller à droite, à gauche. L'environnement, c'est cette map qu'on voit en bas. Donc notre Pac-Man, il va se balader à droite, à gauche. Après, en fonction de l'action qu'il prend, on va avoir une fonction qui... Enfin, on va lui renvoyer son état et en même temps un reward. En gros, est-ce que je me suis déplacé du bon côté ou pas, ou est-ce que j'ai rencontré le fantôme? Donc ça, c'est une erreur. Donc petite vidéo pour aborder encore un autre aspect du reinforcement learning. Là, pour le coup, c'est l'aspect itération. En fait, le reinforcement learning a besoin de plusieurs cycles pour atteindre un niveau intéressant en termes de fiabilité. Donc là, on va voir un jeu de casse-briques. Là, pour le coup, ils l'ont entraîné juste les 10 premières minutes. On va voir le casse-brique qui, voilà, il se déplace ultra rapidement. Son but, pour l'instant, c'est juste, il faut que je touche la balle et que je maximise, voilà, que je touche la balle et que je casse les briques au-dessus. Pour illustrer, là, en fait, l'algorithme, ils lui ont juste dit, voilà les règles du jeu, essaye de jouer. Le but, c'est de casser le plus de briques et le plus rapidement possible. Essaye de jouer. Et là, ce qu'on voit, c'est, dès 10 minutes, déjà, il arrive à comprendre qu'il faut récupérer la balle et bouger. Et ensuite, on va le voir évoluer. Et pour le coup, il ne sait pas ce que c'est une balle, un plateau. Le but du jeu, c'est juste de renvoyer la balle. Et là, encore une seconde itération, il commence à creuser des tunnels. Et à un moment, et déjà, là, en tout cas, on se rend compte que la balle ne tombe plus au fond et qu'il va l'attraper à tous les coups. Et enfin, après donc, 240 minutes, donc après 4 heures d'entraînement, là, il va avoir une épiphanie. Il va se rendre compte que c'est bien de casser des briques, mais que s'il veut maximiser son reward, bah, il faut qu'il creuse un tunnel et que là, il va exploser son score et que ce sera top pour lui. Donc, c'est ce qu'il vient de faire. Donc là, vous vous rendez compte qu'au bout de 10 minutes, on est capable déjà de faire fonctionner quelque chose de manière plutôt sympa. Mais au bout de 4 heures, là, en lui expliquant bien le problème, enfin son but, c'est de maximiser son nombre de points, il va trouver une nouvelle stratégie pour ça et il va donc explorer de nouveaux coups. Et ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'on est vraiment dans un changement de paradigme par rapport à l'IA, tout ce qu'on entend dans les journaux, partout. On dit, il nous faut de la donnée, il faut beaucoup de données, c'est l'essence des algorithmes, c'est avec de la donnée qu'on va entraîner. Là, non. C'est un type d'IA qui crée sa propre donnée et qui s'entraîne tout seul. Et ça va être important pour tout ce qui est système autonome, vous allez le voir après. Mais il y a un seul algorithme pour faire ça? Il y en a plusieurs même. Ah non, il y en a plusieurs. C'est vraiment une catégorie dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a le supervisé, non supervisé, le renforcement avec leur type d'algorithme. Au même titre que, je ne sais pas, dans la computer vision, il y a des algorithmes comme le ResNet, les YOLO, qui, eux, ont leurs intérêts, leurs points négatifs. Là, c'est pareil. Et c'est justement le slide. Tiens. Lui, c'est juste pour expliquer un peu plus dans le détail comment ça fonctionne, justement. Il y a l'environnement, on va aller vraiment dans le détail de ce qu'est un environnement, vu que c'est la clé aujourd'hui pour ce type d'algorithme. Il y a vraiment l'algorithme de reinforcement learning, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre? Est-ce que c'est des réseaux de neurones? Est-ce que c'est d'autres types d'algorithmes? Et ensuite, la policy, c'est le cœur, c'est elle qu'on met à jour et qui va permettre de prendre une décision. Quand on prend une décision, c'est une action. L'action, elle a un impact sur un environnement. L'environnement renvoie son état et on a une fonction de reward qui permet de dire, OK, l'action qui a été prise à cet instant ou l'impact de celle qui a été prise avant, elle a permis de maximiser ce reward, donc du coup, continuer à apprendre dans cette direction. Alors, et ce qui nous mène à encore une autre problématique dans ce sujet-là de reinforcement learning, c'est que là, vous avez, prenons le cas concret des machines à sous, ce qu'ils appellent les bandits manchots, enfin, c'est à l'ancienne. En gros, si vous savez qu'une machine, elle va vous donner un petit peu à chaque fois, vous pouvez rester assis devant celle-là et vous contenter des quelques pièces qu'elle vous donne. Mais
Ça, c'est de l'exploitation. On exploite le fait, il faudrait que l'IA va exploiter le fait qu'elle sait qu'elle peut avoir un petit reward à chaque fois en faisant telle action. Mais en vrai, si on se déplaçait de quelques machines, qu'on en essayait une autre et qu'on touchait le jackpot, ça ne vaudrait pas plus le coup que de faire 10 000 coups à juste avoir un tout petit reward. Ça, c'est de l'exploration. Donc, en gros, il faut que notre IA aille vers l'un et l'autre de ces concepts pour maximiser son gain, sa récompense. Ouais, merci. Pour refaire le lien avec la vidéo qu'on vous a montrée juste avant sur le casse-brique, l'exploitation, au bout d'un moment, l'algorithme il a compris, ok, je suis expert, je sais casser toutes les briques. En faisant de l'exploration, il a compris qu'en creusant un tunnel, il allait être encore plus efficace. Donc quand on fait du URL, il faut prendre en compte ces deux paramètres. Donc, alors contrairement, on va dire, à d'autres types d'IA, pour le coup, en reinforcement learning, l'un des facteurs clés, c'est le simulateur. Parce qu'au final, notre brain, donc là j'ai introduit un terme qui provient du projet Bonsai, notre brain, notre agent, il a besoin d'un environnement pour s'entraîner, un environnement où il y a des règles, c'est-à-dire, par exemple, là, dans notre environnement, il y a la gravité, il y a telle contrainte. Donc, il faut qu'on ait un simulateur dans lequel le brain va tester toutes les possibilités, créer de la donnée et évaluer la fonction de reward pour savoir s'il a bien ou mal fait. Donc, ultra important, faire attention lorsqu'on va créer notre simulateur à ce qui correspond bien à la réalité. Parce que voilà, si votre simulateur inclut un biais, quand vous mettrez votre brain en place dans votre projet de système autonome dans votre industrie ou autre, s'il a joué dans un simulateur qui était biaisé, ça ne va pas bien se passer. Alors, donc les simulateurs, il y a plusieurs façons de les créer. Vous pouvez partir déjà d'un framework qui a été racheté par Microsoft et ils se sont d'ailleurs amusés avec le projet Malmo à avoir un simulateur pour le type de sujet dont on parle. Mais on se rend compte que quand même dans le milieu industriel, souvent, on va pouvoir partir sur des logiciels ou des environnements qui vont vous faciliter grandement la vie en faisant juste du drag and drop d'éléments ou qui ont déjà implémenté un tas de contraintes. Donc voilà, les plus connus, on a MATLAB, AnyLogic et par exemple pour la pétrochimie, Aspen HYSYS qui vont vous accélérer le travail et vous occulter une partie de la complexité de la réalisation d'un simulateur. Excusez-moi, si l'algorithme n'est pas très efficace, si l'algorithme qu'on a choisi par exemple pas très efficace pour le cas, le logiciel va choisir autre algorithme. C'est pas le... Alors, en fait, le but d'un simulateur, c'est juste de fournir l'aire de jeu, les contraintes dans lesquelles le brain doit évoluer. Ce n'est pas lui qui va changer quoi que ce soit. On va le voir dans la démo. Quand on va créer un brain, il va falloir importer un simulateur avec et entraîner ce brain dans cet environnement, dans ce simulateur. Mais au final, on est responsable du choix de l'algorithme, de tous ces sujets-là et de l'évaluation. Enfin, l'évaluation va être réalisée comme Steven le montrera lors de l'entraînement. Mais in fine, c'est à nous de faire ces choix-là aussi, quand même. Donc, dans un monde en tant que data scientist, normalement, c'est la responsabilité du data scientist de partir sur les algorithmes. On n'a pas voulu aller trop loin dans le détail, donc on n'a pas mis la slide sur les algorithmes, mais il y a des algorithmes de type où on remplit des tables pour faire des matrices pour prendre la meilleure décision, et puis il y a des réseaux de neurones. L'intérêt et l'atout de Bonsai, c'est que lui, sur le simulateur, et les leçons, etc., je dirais dans le détail tout à l'heure, lui, il va dire, OK, c'est tel type de problème, je vais plutôt prendre tel type d'algorithme. Donc, c'est l'outil qui va choisir l'algorithme. Automatiquement, dans le cadre de Bonsai. Si on fait du... Ça veut dire que tu n'as pas le choix pour choisir l'algorithme dans le console de Microsoft. Si, on pourrait, justement, mais eux, dans l'objectif de rendre accessible ce type de technologie, ils te donnent une recommandation en disant, moi, je partirais sur un QMAP, par exemple. Voilà. OK. On va finir sur un dernier exemple
un peu plus évolué. Et après, Steven pourra passer sur la démo. Alors là, concrètement, juste pour vous montrer qu'il y a d'autres possibilités, en termes, c'est une voiture sur une autoroute. Et en termes d'action, comme vous pouvez le voir, c'est aller à droite, à gauche, aller plus vite, moins vite. Et la condition de fin, bah, c'est le game over globalement, hein, comme dans la réalité. Si vous percutez une voiture, c'est un peu fini. Et en plus, on a des paramètres de simulation supplémentaires. Donc, il va être le nombre de voitures et le nombre de voies. Donc là, on se rend compte rapidement que on a un nombre d'actions plus évolué et des paramètres qui sont plus importants, enfin plus nombreux et plus variables. Donc là, concrètement, notre brain, il va pouvoir tester une quantité incroyable de possibilités. Pardon. Avant de passer sur la démo, je vais juste m'attarder encore sur ce slide parce que c'est vraiment important que tout le monde comprenne vraiment le fonctionnement de ce qu'on essaie de faire. Sinon, après, vous allez voir du code et là, on va aller très loin techniquement. Je pense que c'est l'objectif aussi de la session, mais vous n'allez pas forcément assimiler les concepts. Déjà, le premier truc qui manque dans ce slide, c'est vrai, on aurait pu le rajouter, c'est quoi l'objectif? Il lui faut des objectifs à l'algorithme. Qu'est-ce qu'il doit chercher à maximiser, ce fameux reward dont on parlait tout à l'heure? Là, par exemple, c'est juste continuer le plus longtemps possible. Donc ça, on aurait dû le mettre comme objectif. Les actions, c'est tout ce que va pouvoir entreprendre notre cerveau sur l'environnement. Les conditions, c'est des conditions d'arrêt. En fait, comme il va apprendre par itération, il va jouer plein de parties, par exemple, dans le cas de ce jeu ou de jeu d'échecs, il va jouer plein de parties. Mais de temps en temps, bah, la partie, elle s'arrête. Il faut lui donner les conditions pour dire c'est quoi la partie qui s'arrête. Là, la collusion, le jeu d'échecs, c'est un échec et mat de l'adversaire. Et les paramètres de la simulation, c'est comme il joue à chaque fois plein de parties, bah, il faut plutôt que de le faire commencer toujours dans le même état, c'est donner des paramètres en entrée qui vont être différents pour qu'il puisse apprendre sur beaucoup plus de scénarios que, bah, voilà, j'ai toujours, au début, j'ai toujours 2 voitures et il faut que je prenne la voie du milieu. Sinon, ce serait un peu trop simple. Même nous, il n'y aurait pas besoin d'IA, quoi. On pourrait écrire le chemin. Je pense que ça va être très, très, très important dans le futur parce que normalement, le 5G normalement, il vient pour le MMTC, c'est-à-dire Machine to Machine Telecommunication. C'est-à-dire, à la fin, c'est très important parce que chaque voiture, au futur, elle va être comme sensor, comme ça. Elle va communiquer ensemble pour arrêter l'accident et tout ça. Tout ça va passer automatiquement au futur, normalement. Et ça va venir nourrir l'algorithme, et l'algorithme, lui, va pouvoir prendre une décision sur un ensemble de facteurs beaucoup plus large. C'est vraiment le lien, je reviens juste sur ce slide, c'est le lien avec la cuve agitée. Si vous voulez, la méthode traditionnelle ici, le PID, ça marche, hein, ça a fait ses preuves. Ça fait toujours ses preuves d'ailleurs. Sauf que avoir le recul pour prendre en compte tous les paramètres, c'est très compliqué. Avec de l'approche IA et RL, là, on va avoir vraiment l'environnement, le simulateur qui, lui, théoriquement, devrait prendre en compte l'ensemble des facteurs. On le verra après aussi. À un moment, on peut tester notre brain, notre algorithme, dans l'environnement réel. C'est juste que là, on utilise des simulateurs parce que ça coûte moins cher et c'est moins risqué. Surtout au début, quand on va apprendre un bras robotisé à se déplacer, il vaut mieux que ce soit dans un environnement virtuel ou alors pas rester à côté du bras. Quoi. Elle a besoin de temps. Voilà, en plus. Elle va passer très bien. Là, on est sur des sujets simples. Hein. Quand on voit 240 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Et l'exemple que je vous ai pris, c'est pareil. C'est un exemple qu'on vous a pris, c'est pareil. C'est un exemple assez simple. Il ne faut pas longtemps pour les entraîner. Mais nous, chez Avanade, on bosse sur des algos où il faut les laisser tourner déjà 1 ou 2 jours avant de savoir si notre code il est bon et qu'il va progresser. Quoi. Du coup, Banzai. Donc Banzai, c'était une société en dehors de Microsoft qui a été rachetée par Microsoft dans l'objectif justement d'un peu d'évangéliser et de mettre à disposition ces techniques de reinforcement learning au plus large, à un groupe beaucoup plus large. Donc, on va vraiment aller dans le détail. Je vais prendre l'exemple du Moab. Il y a 2 exemples qui existent déjà. Ils ont vraiment bien fait les choses aussi. Pardon. Ils ont bien fait les choses.
Le Moab, si la démo que je vous fais vous intéresse, en fait, ils ont un dev kit. Vous pouvez acheter le dev kit, acheter le Moab aussi, entraîner l'algo et faire vos tests après. Tout ce que je vais vous montrer là en mode simulation, vous pouvez aussi le mettre dans mon physique, dans mon rêve. La plateforme, donc c'est une plateforme locale. On a forcément donc toute la partie simulation. Comment est-ce que je fais pour embarquer un simulateur? Est-ce que j'en ai des existants? Est-ce que moi j'ai développé le mien? Est-ce que c'est des plateformes connues? Est-ce que je réutilise moi par exemple mon code que j'avais fait sur du Unity? Est-ce que je peux l'intégrer? Donc grâce à cette partie-là d'intégration, Microsoft nous permet d'intégrer absolument tous les simulateurs. Ils ont des interfaces et le SDK qui va avec. Il y a la partie entraînement. Là, je vais vraiment aller dans le détail de cette partie-là. Mais c'est comment je fais pour donner les règles du jeu, finalement, au brain. Comment je fais pour tester que mon simulateur il répond bien et que mon brain, il va vraiment, il prend les bonnes décisions. Là, c'est facile. Vous avez un retour visuel, mais ce n'est pas toujours le cas. Et finalement, entraîner de manière efficace et rapide le brain dans cette plateforme. Ici, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur toutes les technologies Docker et de conteneurs pour pouvoir créer énormément d'instances et donc lancer beaucoup d'entraînement à la seconde, ce qui fait que maintenant, le temps il reste assez réduit. Et bien entendu, ça ne sert à rien d'entraîner un très bon algo si jamais on ne peut pas l'utiliser après. Donc pareil, en quelques clics, on peut exporter le brain, le mettre dans un conteneur Docker et l'utiliser via une API ou directement en premise dans notre système, si on est sur des systèmes embarqués. Alors, je vais vous faire tout de suite une première démo. Le seul point, c'est que je ne sais pas, par rapport au sharing, il faut que je repasse comme ça, je pense, non? C'est le bon écran qu'on voit? Non. Non? C'est mieux? Non? C'est vrai? On voit lequel? C'est mieux? Non, je vois rien. Attends. Ah si, c'est vrai. Si? Il y a eu un petit endroit, c'est vrai. Ok. Donc là, on est pour créer déjà un portail. Ce que je ne vais pas montrer avant, c'est que pour créer un accès à ce portail-là, il faut ouvrir service dans Azure. Donc c'est du preview comme on le voit en haut dans l'URL. C'est du preview, on ouvre le service, on peut avoir accès à un workplace. Dans ce workplace, il est plutôt simple. On peut créer 2 simulateurs qui existent déjà. Et finalement, il n'y a que 3 types d'artefacts. Il y a les cerveaux qu'on a entraînés, les simulateurs qu'on a importés et qui sont à disposition. Et on a les brains qu'on a exportés avec les versions. Je reviendrai tout à l'heure. La manière la plus simple donc, de commencer à se faire un peu la main sur cet outil, c'est de prendre un des 2 simulateurs qui existent. Donc le Cardpole, c'est le jeu que vous connaissez sûrement, où on a un petit engin sur roue avec un bâton et le but c'est de bouger l'engin pour que le bâton il reste droit, donc en fonction de la gravité. Et celui que j'ai sélectionné, c'est Moab, qui lui, donc on a un plateau de verre, on jette une balle dessus et l'algorithme lui doit déterminer les angles du plateau pour que la balle reste au milieu le plus longtemps possible. Ça, c'est pareil, je n'ai pas mis la vidéo. Je vous invite à aller la voir sur YouTube ou sur le site de Microsoft. L'algorithme qui est entraîné après quelques jours, on peut jeter la balle sur le plateau. L'algorithme arrive à le détecter directement et redresser et garder la balle sur le plateau. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, quand on crée, on fait juste créer brain et puis on lui donne un nom et on fait créer brain. Hop, tout de suite, ça nous crée le brain. Je triche un peu, je lance un entraînement parce que ça met un peu de temps avant de s'initialiser. J'y reviendrai juste après. En attendant, je vous montre à quoi ressemble un simulateur. Donc, dans l'environnement de Bonsai, un simulateur, donc c'est sous simulateur. Là, c'est le Moab qu'on a créé précédemment.
j'ai accès à toute son interface. Donc, c'est un conteneur Docker avec lequel je peux échanger via des API qui sont prédéfinis forcément à la RAPS. Et j'ai un ensemble de paramètres sur lequel je peux m'appuyer ensuite pour construire mon scénario de reinforcement learning. Forcément, vous vous doutez, je peux l'avoir débugué, mais une fois que je l'ai mis dans Docker, j'ai toujours besoin de le tester. Donc, il nous donne l'opportunité de commencer déjà à tester notre simulateur indépendamment d'une exécution dans un apprentissage reinforcement learning. Malheureusement, la session s'est arrêtée, donc ça... Non, ça y est, c'est bon, c'était plus rapide. Donc, j'ai déjà tapé le code qui me permet de dire, bah, voilà comment configurer finalement une itération. Donc, je lui dis que je veux que ma balle elle soit à telle position X, telle position Y, qu'elle ait telle vitesse et que les angles finalement X, Y du plateau ils soient tous à 0. Ensuite, je donne donc une étape dans l'itération. C'est le moment, c'est une action prise par le brain qui va avoir un impact sur l'environnement. Et après, je mets juste tout simplement, bah, comme quoi, et j'ai supprimé, c'est très bien, comme quoi c'est pas grave, on va le lancer comme ça. Comme quoi, j'ai terminé mon brain. Bon, là, il ne se termine pas, mais comme on est dans un environnement de debug, c'est pas grave. Le but, justement, c'est de voir tous les retours. Comment ? C'est du JSON. Ça, c'est du JSON, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est finalement, quand je reviens sur l'étape de création, voilà, on voit que j'ai eu mon simulateur qui m'a bien répondu. Donc, tout ça, ça me permet de débugger. Et quand je lance une première étape, pareil, donc là, je lui ai dit de changer les angles. J'ai en fait le nouvel état du simulateur. Bon, on ne va pas s'amuser à comparer les chiffres, mais prenez-moi sur parole. En fait, là, ce que ça me renvoie, c'est la nouvelle position de la balle qui a forcément évolué en fonction de l'angle que je lui ai demandé de prendre. Donc ça, c'est pour la partie simulation. Quand on va ensuite sur la partie brain, donc l'interface de Banzai, elle se présente comme ceci. Il y a du code qui s'appelle, donc ça utilise du Inkling, c'est un langage dédié à Banzai qui permet finalement de spécifier les différents paramètres du code. Donc vous vous rappelez, du reinforcement learning, c'est des actions, un objectif, des contraintes et une fonction d'initialisation pour pouvoir configurer les différents épisodes. Ce qu'on voit ici, c'est, bah voilà, j'ai mis quelques constantes. On a mis quelques constantes, et d'ailleurs, donc c'est le code qui est généré automatiquement, lui. Ensuite, on a ma fonction qui, elle, permet de dire, bah, sur toutes les variables que le simulateur renvoie, moi, c'est celle-ci qui m'intéresse et que tu dois prendre en compte pour caractériser l'état après avoir pris l'action. Les actions donc, sur lesquelles le brain peut prendre. Ici, donc, par exemple, on lui dit que l'angle du pitch doit être entre -1 et 1. Donc, on peut aller assez loin au niveau des contraintes. Pareil pour tout ce qui est config. Voilà comment est-ce qu'on peut configurer une nouvelle itération. Et pareil, je mets des contraintes sur mes variables. Là, ici, je lui dis bien d'utiliser le Moab comme simulateur. Et finalement, le centre et le point le plus important dans tout ce code, c'est ça, c'est le graphe, qui va être en fait le concept qu'on va apprendre, qu'on cherche à faire apprendre à l'algorithme de reinforcement. Donc, pareil, je lui explique que le simulateur, c'est le Moab, que le training, là, ici, bah, on limite, et surtout dans le cadre de la démo de Microsoft, il limite pour éviter de partir trop loin sur les itérations, et donc en plus être facturé alors qu'on cherche juste à monter en compétences. Là, les fameux goals, donc là, ils ont simplifié. Tout à l'heure, depuis le début, on parle de fonction de reward. Quand on fait du reinforcement learning, normalement, il y a le simulateur qui est très compliqué déjà à mettre en place, parce que s'il est biaisé, bah forcément, notre robot va apprendre sur quelque chose de biaisé. Mais il y a aussi comment créer une fonction qui va vraiment aider le robot à comprendre qu'il a pris des bonnes actions. Et là, c'est pas simple. Microsoft, eux, ils ont tout simplifié. Et en fait, ils encapsulent cette fonction de reward avec quelque chose de plus interprétable, où là, bah, goal, je veux... Donc, le goal, ici, un des goals, c'est éviter que la balle tombe du plateau. Donc, ça, c'est moi qui nomme. Mais en revanche, le goal, plutôt que moi d'essayer de créer une fonction, je lui dis, bah, le goal, il faut que la position de la balle reste
dans cette fourchette. Pareil, garder la balle au centre du plat. Il a collecté tous les paramètres ici de la première. Là, il n'a rien fait. Là, je suis en train de. Là, en fait, là, c'est comment je décris son environnement, les règles du jeu, comment je lui explique quels sont les objectifs qu'il va chercher à maximiser et sur quels paramètres il peut influencer et sur quels paramètres il va se baser pour étudier le nouvel état. Donc, c'est vraiment la description. Mais qui a mis le paramètre ici? C'est nous? Ça, c'est nous. C'est à nous de le faire. Ça. Donc là, par exemple, quand on clique et qu'on fait créer Brain via la démo, ça donne cet exemple automatiquement. Mais là, celui-là, par exemple, c'est nous qui l'avons fait à Vanad. Ça, c'est du code que nous, on a tapé et qu'on a construit. Alors, en règle générale, le squelette du code est déjà fourni quand on crée ce genre de choses. Il faut remplir les trous, quelque part. Et tu vois, tu prends de l'avance sur juste l'étape juste après. Là, ici, c'est la première interface que Banzai a mis à disposition. Et vous allez voir là en haut, je vais y passer après avoir fini de tout expliquer. Ils ont encore un IDE qui est encore plus user-friendly. Et là, pour le coup, c'est vraiment compléter les trous. Oui. Le dernier point que je voulais juste vous présenter avant de passer à la suite, c'est tout ce qui est leçons. Les leçons, c'est quelque chose qui est propre à Banzai. Un des exemples, je vous en parlerai tout à l'heure, sur lequel on travaille, donc c'est vraiment un bras robotisé qui doit attraper un objet sur un convoyeur. Et en fait, soit on pourrait prendre la stratégie de lui dire, moi je veux que le convoyeur il s'arrête pas, donc entraîne-toi à attraper l'objet pendant que le convoyeur, et du coup on ajoute X, Y plus Z pour le déplacement de l'objet, donc ça fait beaucoup plus de choses, un paramètre en plus, ça fait plus de possibilités, donc plus de temps d'apprentissage. On peut découper cet apprentissage en fait en leçons pour d'abord faire apprendre au cerveau, attrape-moi l'objet. Et une fois que cette leçon, il la maîtrise, je mets une deuxième leçon qui serait attrape-moi l'objet quand il est en déplacement. Donc on va accélérer, on va affiner en fait l'entraînement par rapport à des méthodes plus traditionnelles. C'est comme if-else, c'est comme ça. Du quoi? If, else, c'est ça. Else, oui. Mais là, c'est plus par étapes. Oui. Tu commences à apprendre d'abord sur cette leçon-là, ce principe-là, ce concept-là qui t'est accessible. Et une fois que tu l'as appris, apprends quelque chose de plus complexe. Mais comme nous, dans toute notre éducation, on commence à apprendre à écrire avant ou même à lire d'ailleurs. Ici, donc, là, il y a une vue, c'est pas mal parce que comme ça peut être un peu complexe à aborder au début, ce type de code, c'est tout de suite retranscrit sur un schéma où on voit, ça, c'est notre cerveau. Notre cerveau, on voit quelles sont les actions, les paramètres surtout qu'il récupère pour constater l'état et les actions que lui peut prendre sur le simulateur qui se trouve ici. Donc, Microsoft, comme d'habitude, est allé plus loin et on crée une autre interface qui, elle, va permettre de rendre ce type de technologie beaucoup plus accessible, où maintenant on est vraiment, donc c'est exactement le même code, c'est la même source, sauf que là on est vraiment sur compléter les trous. La leçon 1, qu'est-ce que je veux lui faire apprendre, c'est ça. Donc j'ai même pas besoin de me soucier de comment est-ce que je structure mon script, comment je structure mon code. Là ici, Microsoft fait déjà tout le travail pour nous, avec un ensemble de paramètres aussi qui viennent par défaut. Sur ce type d'entraînement. Donc, j'avais pris de l'avance, j'avais lancé l'entraînement parce qu'en général, il met un peu de temps, voilà. Donc, ce qu'il faut, en fait, quand on appuie sur le train, ce qu'il fait, c'est, il lance, en fait, on peut prédéfinir le nombre d'instances qu'il est capable de lancer pour limiter et contrôler un peu les coûts. Là, justement, Jean-Luc nous parlait de FinOps. Donc, le but là, c'est lui, il se lance, il crée ses instances, il se met dans le cloud et ensuite il lance tous ses épisodes. Là, on voit qu'en ce moment, il tourne, donc il a 5 instances utilisées et il tourne à 64. Donc là, il doit être sur la fin d'un cycle en plus. Donc, normalement, il est plus à 150, 160 itérations par seconde. Donc, ça veut dire qu'il fait 160 tests par seconde. Pas mal. Là, depuis que je vous ai dit, j'appuie sur Train, il en est à plus de 35 000 tests. Épisode. Et donc, là, ici, ce qu'on peut constater, en fait, c'est la courbe d'apprentissage, finalement. Ce qu'on voit, c'est
en 9 minutes, il se rapproche de presque des 100% d'objectifs atteints, qu'il a progressé assez vite. Là, ici, parce que on est dans un environnement de démo Microsoft, ils ont fait tous les travaux nécessaires, tout ce qui est nécessaire pour afficher certains des épisodes réalisés par le brain. Donc là, on le voit, là, c'est le cerveau qui est en train d'essayer d'entraîner. Et ensuite, on a accès à un ensemble de variables pour suivre en fait cet entraînement. Là, on est vraiment sur du passif. L'algorithme, c'est lui qui entraîne. On ne peut pas influencer encore à ce niveau-là. On peut le voir évoluer. On peut voir les courbes et les différentes variables, par exemple, pour voir les décisions qu'il a prises. Mais ce n'est pas encore comme ça qu'on va évaluer notre modèle. Juste pour vous, hop, c'est ici. On voit donc le troisième log. Je ne sais pas si c'est assez visible, mais en gros, c'était pour répondre à votre question, c'est Banzai qui, basé sur le simulateur et le type d'objectif à atteindre, a décidé qu'il fallait utiliser un algorithme PPO. Ça veut dire qu'il faut choisir l'algorithme avec le tempo, avec comment je peux dire, avec qu'est-ce qu'il fait, il faut choisir l'algorithme. C'est ça? Voilà. Ah, d'accord. C'est lui, et ça, c'est vraiment un accompagnement, parce que c'est le plus dur. Enfin, moi, quand j'ai démarré aussi, même sur la computer vision, quand on tombe sur tous les algorithmes, il y en a plein, et lequel est le bon, lequel... Ils sont tous bons, hein, ils ont tous leur intérêt, sinon d'ailleurs, il n'y en aurait qu'un qui existerait, les autres, des versions old. Donc, mais par contre, à appréhender, à comprendre lequel est le mieux, c'est pas forcément très accessible. Donc, c'est pas mal d'avoir cet outil qui permet vraiment d'automatiser en disant, voilà le type d'algorithme. Là, on voit qu'il est beaucoup plus efficace. Hein. Ouais. Autre chose, donc, que j'ai peut-être oublié de vous préciser, c'est Banzai. Une fois qu'on a créé toutes les interfaces dans le simulateur qui permettent de tester ce simulateur, enfin de lancer les entraînements, il y a aussi une étape intermédiaire si on a utilisé du Unity, si on a utilisé du MATLAB, si on a utilisé du AnyLogic ou même juste un simulateur en Python. En fait, on peut venir déporter Banzai en local sur notre poste de dev pour tester d'abord l'ensemble de l'entraînement. Donc, OK, c'est sur une instance, donc c'est pas avec ça qu'on va, c'est gratuit, c'est sur une instance. Donc, par contre, il vous faudra... Là, si c'est 1 seconde, il vous faut 35 000 secondes pour arriver au même niveau de performance. Mais par contre, ça permet vraiment de débugger. En fait. Ça va vous permettre de débugger votre simulateur avant de le lancer dans un environnement où là, ça va être un peu plus coûteux et sur lequel, finalement, on a moins la main parce qu'on ne peut pas mettre tous nos outils de debugging qu'on connaît traditionnellement. Ouais, on va les tenir, je pense. Donc le dernier point, justement, finalement, il me reste 2 points à vous montrer. Là, ici, c'est les automatic assessments. Bien entendu, on peut lancer notre propre assessment et c'est un peu tous les KPI qui viennent, tout le tableau qui vient par défaut pour nous aider à évaluer et à mesurer la qualité de notre cerveau. Pareil, dans le monde data scientist, il y a plein de manières. Là, dans le monde du reinforcement learning, on va suivre d'autres indicateurs qu'on voit ici. Bon, là, forcément, l'algorithme, tout est à 100% parce qu'il a fini d'apprendre. Mais dans nos projets, on voit une évolution un peu plus douce. Et le tout dernier point sur cette démo, c'est finalement notre capacité à créer nous-mêmes des assessments. Donc, en tout début de présentation, j'ai dit un truc qui n'était pas totalement vrai, c'était que le reinforcement learning n'a pas besoin de données. Oui, il n'a pas besoin de données pour s'entraîner, on vient de le voir. Par contre, pour le mesurer après, l'évaluer, vérifier son efficacité, là, le mieux, c'est d'avoir nos propres données pour pouvoir le tester plutôt sur des expériences et une attitude passée et voir comment est-ce qu'il réagit et s'il prend les bonnes décisions. Je ne sais pas, je suis dans le monde de l'industrie, j'ai des arrêts machines, je sais déjà que j'ai eu des arrêts machines et mon algorithme prétend pouvoir les arrêter. Dans ces cas-là, j'exécute une évaluation sur des données prédéfinies où je connais déjà l'attitude que devrait avoir mon cerveau. Donc là, ça me permet vraiment de l'évaluer. Voilà pour la partie Banzai. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil? Ou je termine peut-être juste sur cette vidéo. Quand je vous parlais du bras, ça c'est un projet qu'on est en train de faire en ce moment dans notre centre d'innovation.
on est en train de faire en sorte que le bras robotisé vienne attraper un objet sur le convoyeur. Donc là on est c'est notre simulateur. Et là, on est en train d'entraîner l'algorithme dessus. Donc bientôt, on pourra le rendre accessible. Et ce sera un cerveau entraîné en reinforcement learning qui pilotera le bras ici. Voilà pour notre présentation. J'espère que ça a été clair, le reinforcement learning. Est-ce que vous connaissiez déjà? Non. Il y a eu des exemples avec les paramètres, par exemple. Oui. On voit qu'au début, il y a structure plage qui s'écrase sur le début et que dans quelques heures, on arrive à. Et c'est impressionnant sur des sujets simples. C'est le même type d'abord. Il y a eu des champions de bridge qui ont été éliminés par la machine. C'est ce type d'algorithme. Mais après, c'est ce type d'algorithme, on poussait encore plus loin. Historiquement, on utilisait des algos type QMAP pour faire des matrices, pour faire des tableaux. Et donc, la policy, en fait, c'était la mise à jour de ces lignes dans ces tableaux. Là, maintenant, depuis les puissances de calcul qui sont décuplées, on utilise du deep learning, en fait, maintenant, pour faire du reinforcement learning. Donc, déjà que c'est un peu black box, le reinforcement learning, là, on rajoute en plus encore à l'intérieur quelque chose de... Mais après, il y a certains secteurs où black box ou pas, tant que ça marche et que ça produit les bons résultats, c'est bon. Hein. Bien sûr. Mais je suis sûr que ça, elle va faire beaucoup de choses dans le futur, beaucoup de trucs. Parce que normalement le 5G toujours pour le IoT. C'est pour ça, elle va demander de ça totalement. Pour les voitures, la voiture elle va être automatique, sans chauffeur et tout ça. C'est pour ça, c'est très important. Yuba et moi, on est spécialisés, moi un peu plus sur l'IA et lui un peu plus sur l'IoT, mais on travaille sur ces deux sujets et forcément ils sont très liés grâce aux nouvelles technos qui vont être mises en place. Comment on va pouvoir collecter de la donnée en temps réel avec plein de nouveaux types de capteurs, et pas forcément nouveaux types, mais surtout plus de capteurs parce qu'ils vont être moins chers à mettre en place. Bah, finalement, après, utiliser ce type d'algo pour leur donner l'état de l'environnement et prendre des décisions en temps réel, c'est ultra efficace. Et sans forcément... Ça s'entraîne si vous avez une équipe chez votre client ou votre entreprise qui maîtrise très bien l'environnement industriel ou autre, l'environnement métier en tout cas. Eux, ils travaillent sur le simulateur. Vous, avec zéro connaissance du métier, vous pouvez entraîner ce type d'algorithme. Et là, ça devient intéressant. Contrairement au PID contrôleur, où là, pour entraîner le PID contrôleur, il faut quand même bien maîtriser l'environnement métier. Chaque environnement, il y a des conditions spéciales. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'elle a essayé déjà voiture automatique. Ah oui, je pense. Ça, je pense, oui. Oui, c'est très répandu. Hein. C'est pas très connu, mais c'est très répandu. C'est parce que les journaux, ils ont surtout parlé du machine learning et du deep learning. Mais au futur, elle va être très pratique. Et ben, merci à tous, en tout cas.